Avant de peindre sous la mer, j'ai fait de la peinture, de l'aquarelle tout jeune. D'ailleurs, je peignais les paysages de Provence sur les bords de l'étang de Berre. Et voilà la maquette du bateau de mon arrière-grand-père qui naviguait en Méditerranée. Mais après avoir peint longtemps hors de l'eau, je me suis mis à peindre dans l'eau. Et le déclic s'est produit en 1965, à la fin de l'expérience de Précontinent 3, qui m'avait fait passer 3 semaines à 100 mètres de fond avec 5 autres plongeurs. Et c'est à la fin de cette expérience que j'ai décidé, en voyant l'ambiance bleue à 100 mètres de fond, que seule la peinture pouvait me permettre de restituer une telle ambiance. Et quelque temps après, j'ai fait donc ma première toile sous la mer. J'ai fait ça près de Marseille. Les gens me posent des questions et me disent « c'est de l'aquarelle, n'est-ce pas ?» Sans plaisanter. Et en fait, c'est de la peinture à l'huile, tout à fait classique, des toiles classiques que je revais avant immersion d'un produit gras, un médium. C'est le seul secret que j'ai. Le reste, ça se passe tout seul et c'est même plus facile que de travailler hors de l'eau. J'ai fait des milliers de photos sous-marines, mais je me rends compte aujourd'hui que la peinture a quand même un gros avantage sur la photographie, c'est que si on compare le système objectif et film par rapport à l'œil, le cerveau humain et la main qui tient le pinceau, il n'y a pas de commune mesure entre les deux. Et de loin. Donc aujourd'hui, quand je plonge, c'est pour faire de la peinture. Et toujours dans les bleus, parce que l'eau de mer, c'est un filtre bleu. Lorsque la lumière du soleil traverse l'eau, on obtient cet effet de bleu. Personnellement, je ne vois pas d'autre façon de rendre cette sensation d'être dans l'eau que la peinture. Le bleu, c'est la couleur que je préfère. Je dis le bleu, mais je devrais dire les bleus, parce qu'il y a toute une gamme entre le vert et le jaune. Et ce bleu, on le retrouve dans l'eau, suivant la profondeur, suivant l'heure de la journée, suivant le soleil, suivant les nuages qui sont dans le ciel, et également suivant les particules qui se trouvent en suspension. Dans mes premières années sur la Calypso, dans les années 50, c'était la période des vaches maigres, c'était les temps héroïques. Et par exemple, pour plonger, nous n'avions pas de montre, si bien que pour savoir quand il fallait remonter, c'était un homme de gare sur la plage arrière qui, réveillé par un réveil matin, tirait un coup de fusil dans l'eau qui indiquait au plongeur qu'il devait remonter au palier. Et ça nous a permis de vivre pendant des années comme ça. Puis j'ai été nommé directeur de l'Office français de recherche sous-marine à Marseille, ce qui m'a permis de suivre pendant des années la courbe de la soucoupe plongeante
depuis l'idée qui a germé en mer Rouge à la sortie d'une plongée profonde, jusqu'à l'étude, la fabrication, les essais et l'utilisation. J'étais donc un des pilotes de la soucoupe et il y a peu de gens qui peuvent en dire autant. C'est une chose dont je suis fier, mais je n'en suis pas responsable. Si maintenant j'habite à Saint-Antonin, dans la campagne, c'est que même si je suis loin de la mer, c'est le calme et c'est ce que je recherche. Et puis les hommes de la terre sont un peu comme les hommes de la mer. Il y a une solidarité des gens de terre comme il y a la solidarité des gens de mer. Quand il y a un tracteur qui est dans le champ avec un paysan sur sa selle, en passant, on se dit bonjour comme si c'était en mer avec un bateau de pêche d'un pêcheur. La maison est également avec des planchers en bois qui craquent, comme si on était dans un bateau en bois. Pour André Laban, l'idéal, c'est une tranquille après-midi passée avec ses tubes de couleurs, son chevalet, sa toile, enfin seul, loin de tout. Seul, à l'exception de l'inévitable bateau. À bord, la règle que Cousteau utilisait, c'est la règle du meilleur. C'est-à-dire qu'il fallait, pour une caméra, avoir le meilleur objectif. Et pour les hommes, c'était un peu pareil. Quand il y avait plusieurs plongeurs, on choisissait le meilleur pour faire un tel travail. Et il m'est arrivé ainsi d'être le meilleur parce que j'étais le seul un jour. C'est ainsi que j'ai fait mes débuts de caméraman. Ça n'a rien donné la première fois, mais c'est ainsi que j'ai appris des tas de choses. Je suis devenu ainsi polyvalent, aussi bien pour la navigation que pour la plongée, ou la photo ou le cinéma, même la mise en scène. Et c'est une chose que je pense je n'aurais jamais trouvé ailleurs que sur la Calypso. Mais j'ai évolué peut-être différemment des autres parce que j'ai beaucoup connu le cinéma avec Cousteau sur la Calypso. Nous avons fait beaucoup de films
avec des caméras qui suivaient des poissons, des animaux marins, et je trouve que maintenant il faudrait un peu sortir des sentiers battus, faire des scénarios ou des scénarii qui racontent une histoire sans qu'on soit obligé de montrer des poissons sans arrêt. J'espère que mon petit film va inciter d'autres réalisateurs à faire du nouveau. J'attends de voir les résultats. Mais après avoir plongé pendant des années, il me semble que ma façon de voir a changé. Ce n'est pas ma vision, ce n'est pas mes yeux qui ont changé, mais ma façon de voir. Je trouve que le bleu que j'essaie de rendre est différent de celui que j'essayais de rendre il y a 20 ans. La philosophie change aussi. Les fonds des tropiques, par exemple, lorsqu'on les voit pour la première fois, on trouve ça rutilant, formidable. Puis au bout d'un certain nombre d'années, on revient à ses premières amours. Et je réponds souvent à des personnes qui me disent « Ah, la mer Rouge, c'est beau ». Je dis « Moi, je préfère la Méditerranée. C'est plus sobre, c'est moins exubérant. C'est une femme qui n'est pas maquillée, mais qui est naturelle. Et surtout, il y a un coin, une île, une petite île qui reste pour moi un souvenir formidable, c'est la Cana qui se trouve dans les îles éoliennes. Et je revois toujours cette statue qui descend jusqu'à des grandes profondeurs, entourée de liches. Pour moi, c'est le plus beau spectacle qui me reste dans mon souvenir. Da solo la chiamavo Filicudi, un angelo di Pegia più guardiano, e la corazza di Capo Graziano, pare la punta di un talismano. Poi vinni Salina la superba, che fu salata e a voti zuccherata, che le mani di una bella fata, quando non batte la tramontanata. Et puis quand on est autour de ces îles, on est au calme.
D'ailleurs, on parle beaucoup du monde du silence. En fait, quand on est dans l'eau, quand on plonge, on est seul, mais il y a une sorte de musique de la mer. Ce sont des bruits que font des petits crustacés, que font les dauphins en se parlant. C'est des craquements difficilement explicables, mais en fait, il n'y a jamais de silence. Et de toute façon, la plupart du temps, comme on plonge avec des bouteilles, il y a le bruit des bulles qui recouvre, qui rythme la plongée avec les poumons. Même parfois, on entend battre son cœur. C'est une opinion personnelle. C'est ma vision de la mer vue par-dessous. Parce que, suivant l'orientation du regard, quand on est à, disons, 20 mètres et qu'on regarde vers la surface, on voit le halo du soleil. C'est un peu comme ce que racontent les gens qui sont dans le coma. Ils voient un couloir, un tunnel au fond duquel il y a de la lumière. C'est un tunnel bleu. Et puis, en regardant de plus en plus bas, l'eau devient de plus en plus foncée. Et quand il y a le fond, alors ça devient plus clair. Je pourrais faire des tableaux sans qu'il y ait autre chose que de l'eau. D'ailleurs, je suis invité dans des tas de pays méditerranéens, aussi bien en Tunisie qu'en Espagne, en Grèce, en Israël. Et partout où je vais, je ne rencontre que des amis. Tous les plongeurs me reçoivent, m'emmènent plonger, me demandent de venir peindre, exposer chez eux. Et je me demande pourquoi les gens se battent alors qu'on devrait prendre exemple sur la communauté des plongeurs qui sont tous des amis, qui font partie d'une même religion, qui est celle dont les bulles montent vers le ciel quand ils sont dans l'eau. Nous avons sillonné avec la Calypso toute la Méditerranée. Nous avons passé de l'est à l'ouest. Mais quand on est en mer, l'odeur qui vient de la terre est la même si c'est celle de Corse ou celle de la Sardaigne. Et même dans les îles grecques, c'est un peu la même odeur qu'on retrouve dans celle qui est près de la Turquie. En fait, lorsqu'on se promène comme ceci, les frontières ne sont pas visibles comme elles le sont sur une carte. Et les gens devraient s'en inspirer. Il est évident que dans un port, les langues ne sont plus les mêmes. Le pavillon n'est plus le même, mais les feux d'entrée du port sont également rouges et verts. Les pêcheurs ont toujours la même tête. En somme,
la Méditerranée devrait être plus homogène qu'elle ne l'est. Il faudrait que les hommes à terre prennent exemple sur ceux de la mer.